Voilà, donc bonjour et bienvenue dans ce séminaire Captivate, j'espère que vous allez bien. Nous traiterons donc aujourd'hui des interactions e-learning avancées avec les actions et les variables dans Adobe Captivate 2019. Je vais à présent laisser la parole à M. Damien Brandonx de Want to Learn, notre expert Captivate. Damien, vous avez la parole. Merci Marilyn. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier webinaire Captivate de l'année 2021. Alors à l'agenda d'aujourd'hui, nous allons donc parler des interactions avancées avec les actions et les variables. Nous allons voir comment on peut travailler avec des variables. On va définir ce qu'est une variable et voir un petit peu comment ça se passe dans Captivate. Ça va nous permettre de faire du texte dynamique. Je vais vous montrer bien sûr comment ça se passe pour faire des textes dynamiques. Et puis on va créer des actions simples, des actions avancées, des actions conditionnelles. Et puis si on a le temps à la fin, nous verrons quelque chose qu'on appelle la navigation forcée. C'est une nouveauté de Captivate 2019, mise à jour 2. Et je vais vous montrer si on a le temps tout à l'heure, donc comment ça se passe. Alors, je vais tout de suite passer sur mon partage d'écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez simplement me confirmer dans la conversation que vous voyez correctement mon écran. Voilà, ok, donc on va pouvoir démarrer. J'ai ici un petit projet Captivate, ceux qui ont suivi mes cours, vous le connaissez peut-être déjà, et on va voir dans ce projet Captivate ce qu'on peut faire donc, avec des variables. Alors, pour pouvoir accéder aux variables, eh bien, on va se tourner ici vers le menu projet, et juste en dessous, nous avons l'intitulé variable. Et donc ici, nous allons voir la liste des variables disponibles dans Adobe Captivate. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une variable? Eh bien, si vous faites un petit peu de programmation, ou si vous avez touché à des langages de programmation, vous savez que tous les langages, toutes les technologies de programmation du monde utilisent le concept de variable. Alors, une variable, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un emplacement nommé dans la mémoire de votre ordinateur. Et dans cet emplacement nommé, vous allez pouvoir y stocker des données. Alors, je ne peux pas être beaucoup plus précis que ça, parce que dans une variable, on peut stocker vraiment tout et n'importe quoi. Il y a des variables qui vont stocker des chaînes de caractères, il y a des variables qui vont stocker des nombres, il y a des variables qui vont stocker des tableaux de données complets, il y a des variables qui vont stocker des booléens. Un booléen, c'est une variable spéciale qui n'a que deux valeurs possibles, hein, vrai, faux, oui, non, 1, 0, tout ça ce sont des booléens. Bref, on peut mettre un peu n'importe quoi dans une variable. C'est simplement un lieu de stockage pour des trucs qu'on met dedans. Voilà, je ne peux pas être plus précis que ça. On met des trucs dans une variable. On peut vraiment mettre tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça vient faire dans Captivate? Eh bien, quand vous publiez votre projet Captivate en HTML5, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus publier en Flash, eh bien, dans l'écosystème HTML5, il y a un langage de programmation qui s'appelle le JavaScript. Et le JavaScript, comme tous les langages de programmation du monde, utilise ce concept de variable. Et donc, Captivate a imaginé un système pour vous permettre de travailler, si vous voulez, avec ces variables. Donc, toutes les variables que vous allez faire ici dans Captivate, ou toutes les variables auxquelles vous avez accès dans Captivate, sont en fait converties en variables JavaScript au moment de la publication de votre projet. Alors, au niveau des variables, vous voyez ici qu'on a une liste déroulante qui s'appelle type de variables. Et là, on a deux types de variables, les variables utilisateurs et les variables système. Alors, c'est quoi la différence? Je vais commencer par les variables système. Vous voyez que les variables système, il y en a tout plein qui sont déjà disponibles ici. Je n'ai pas dû les créer moi-même. Les variables système, elles viennent toutes seules. Elles sont créées par Captivate, elles sont disponibles par défaut ici dans l'application. Et toutes ces variables, eh bien, contiennent des informations. Par exemple, j'ai ici une variable qui s'appelle Captivate version. Et cette variable, eh bien, sa valeur, c'est la version 11.5.5, c'est-à-dire, c'est la version de Captivate qu'on utilise ici. Regardez, je vais cliquer ici sur le bouton fermer, je vais aller dans aide et puis à propos de Captivate, et vous voyez ici, j'utilise, oups, il ne fallait pas cliquer, sinon ça se ferme. Voilà, donc aide et puis à propos de Captivate, voilà, vous voyez juste ici au niveau de l'endroit où se trouve ma souris, que la version que j'utilise, c'est la version 11.5.5.553. La version 2019, c'est en fait le nom marketing, si vous voulez, de cette version. Mais le nom, je dirais technique, le nom officiel, c'est la version 11.5.5. Et vous voyez que ça correspond à la valeur de cette variable Captivate version.
Alors, que peut-on faire avec ce genre de variable? Eh bien, regardez, je vais aller ici tout à la fin de mon projet. À la fin de mon projet, j'ai mon personnage ici qui dit « Bon voyage » et je vais tout simplement ajouter ici une légende de texte transparente, et je vais venir placer ici ce texte au niveau de la pancarte, comme ceci. Donc, je vais un petit peu réduire la taille de ce texte. Je vais lui appliquer une petite rotation pour que ce soit plus ou moins dans l'axe, si vous voulez, de cette petite pancarte. Et je vais mettre ce projet est généré par Captivate. Et puis, j'ai envie de mettre le numéro de version. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser cette variable pour créer du texte, pour venir mettre une information supplémentaire ici dans cette petite pancarte. Alors, pour ça, vous voyez que j'ai un curseur ici qui clignote dans cette petite pancarte au niveau de ma légende de texte. Et dans mon panneau des propriétés, ici, j'ai 3 boutons. Un qui me permet d'insérer un symbole, le dernier ici qui me permet d'insérer un lien hypertexte, et celui du milieu, eh bien, il me permet d'insérer une variable. Donc, je vais cliquer dessus. Je vais choisir ici la variable système Captivate version, et puis j'ai simplement cliqué sur OK. Et vous voyez alors que cette variable vient s'insérer dans ma petite pancarte, là où se trouvait mon curseur. Donc j'ai ici inséré une variable dans cette légende de texte. Alors comment est-ce que ça fonctionne maintenant? Ben, si je vais sur la diapositive précédente, que je fais un aperçu des 5 diapositives suivantes, vous allez voir tout de suite ce qui va se passer. Voilà. Donc on va laisser à Captivate le temps de générer un preview du projet, un aperçu du projet. Et donc normalement ici, quand je vais arriver sur la diapositive suivante, ah ben, vous voyez que ça ne fonctionne pas. Je vais peut-être devoir le générer en HTML5, puisque Flash est parti. En fait, pour la petite histoire, quand vous faites aperçu des 5 diapositives suivantes, vous utilisez encore la technologie Flash. Et c'est ça, en fait, qui ne fonctionne pas, puisque le Flash Player a été désinstallé ici. Donc, il y a peut-être des choses qui ne marchent pas bien. Voilà. Et avant de faire ça, je vais peut-être remettre en place ici, au niveau de mon projet, dans l'éditeur d'habillage, remettre en place la barre de défilement, ce qui va me permettre d'aller rapidement à la fin de mon projet. Et comme ça, on gagnera un petit peu de temps. Donc, aperçu, HTML5 dans le navigateur. Voilà. Donc, voici mon projet en HTML5 dans le navigateur. Je le mets en route. Et puis, je vais directement me rendre à la fin du projet. Voilà, je vais accélérer le mouvement ici. Et en fait, il manque des boutons. Désolé pour cela. Donc, je vais aller voir de nouveau ici dans mon éditeur d'habillage et je vais rajouter les boutons qui me manquent. Hein. Donc, j'ai ici la lecture, rembobiner, transférer. Voilà, je vais tous les mettre comme ça. Comme ça, je pourrai rapidement passer à la fin de mon projet. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Et que nous allons voir alors le numéro de version qui va venir se mettre dans cette pancarte sur la dernière diapositive. Voilà. Voilà, maintenant j'ai tous mes boutons, donc on va pouvoir rapidement arriver à la fin de la... Là, ici c'est un quiz, donc je vais devoir répondre à mon quiz. Voilà, je réponds n'importe comment, c'est pas grave si je ne mets pas les 2 beaux points. Voilà, peu importe. Vous voyez que dans le quiz, la barre de défilement ici est partie. Elle n'est plus là, c'est tout simplement pour éviter que les élèves, bien sûr, retournent dans le cours, donc profitent de ces boutons pour retourner dans la formation, pour aller chercher les réponses au quiz. Donc ici, pendant qu'on suit le quiz, eh bien, la barre de progression n'est pas présente. Donc je dois quand même passer ici par mon quiz. Je vous montrerai tout à l'heure un petit truc pour avoir cette barre de défilement et donc pour encore gagner un petit peu de temps. Comme ça, la prochaine fois qu'on fera un petit aperçu du projet, on ne sera pas obligé de se farcir tout le quiz. Voilà, je vais continuer et vous voyez alors que ça fonctionne. Ce projet est généré par Captivate 11.5. Hein, vous avez vu ici cette mention. La mention est partie un petit peu tôt, tout simplement parce que au niveau du montage chronologique,
mon texte ici ne va pas jusqu'à la fin. Donc si je fais ceci maintenant, eh bien mon texte sera affiché jusqu'à la fin du projet. Donc ça, c'est une première chose. Vous voyez qu'avec ces variables, on va pouvoir générer du texte dynamique. C'est comme ça que ça s'appelle, donc du texte qui est généré au moment où on regarde le projet. Alors si ça marche avec des variables système, eh bien ça marche également avec des variables utilisateurs. Alors j'ai une question de Bernard, une variable système, numéro de diapositive. Eh bien on va aller voir, pour le savoir, on va dans projet variable, et donc nous avons ici les deux types de variables, les variables utilisateurs, les variables système. Et dans les variables système, alors il y en a tellement des variables système qu'elles ont été réparties en catégories. Et nous avons ici des variables d'information sur la séquence ou des variables de contrôle de séquence ou des variables de métadonnées de la séquence. Alors si nous allons voir dans les contrôles de séquence, nous avons ici toute une série de variables qui nous permettent de faire une série de choses. On va en parler tout à l'heure. Et il y a une variable quelque part, alors il y en a où elle se trouve parce que j'utilise Captivate en anglais et pas en français. Voilà, nous avons ici CP Info Current Slide, donc qui retourne la diapositive, le numéro de la diapositive sur laquelle on se trouve. Nous avons également d'autres informations, notamment une variable qui se trouve Slide Count, là voilà, CP Info Slide Count, qui vous donne le nombre total de diapositives dans le projet. Donc avec ces deux variables-là, CP Info Slide Count et CP Info Current Slide, eh bien vous pouvez faire un petit compteur de diapositives qui est incrémenté à chaque fois que vous passez sur la diapositive suivante. Donc c'est cette variable-ci, CP Info Current Slide, dont vous avez besoin pour avoir le numéro de la diapositive sur laquelle on se trouve. Alors, il y a les variables système, il y a les variables utilisateurs également. Donc les variables utilisateurs, ça ce sont des variables que vous pouvez créer vous-même pour votre propre usage. Okay. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable ici que je vais appeler v_name. Vous allez voir pourquoi je préfixe toujours mes variables par v_. Vous allez comprendre dans quelques instants. En fait, avant de faire ça, je vais cliquer ici sur ajouter une nouvelle variable. Le nom de la variable, donc ce sera vname. Cette variable n'aura pas de valeur au départ et je ne suis pas obligé d'y mettre une description. Si vous voulez mettre une description, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ici, j'ai cliqué sur enregistrer. J'ai donc créé ici une variable que j'ai appelée vname. Vous voyez que cette variable, pour le moment, n'a pas de valeur. Donc elle ne stocke aucune donnée pour le moment. Alors, d'où vais-je capturer la donnée que j'ai stockée dans cette variable? Eh bien, ici, sur ma diapositive numéro 2, je vais ajouter un objet dans Captivate. Ce sera un objet interactif. Donc, j'ai ici par exemple, dans texte, pardon, c'est une zone de texte. C'est un objet interactif, mais qui se trouve dans l'icône texte. Et donc, cet objet interactif, je vais le mettre ici. C'est une zone dans laquelle l'utilisateur pourra taper de l'information. Et donc, je vais lui demander tout simplement eh bien, de taper son nom. Je vais placer cette zone au niveau de mon montage chronologique. Je vais la mettre ici. Et au niveau du panneau des propriétés, quand cette zone est sélectionnée, regardez ce que je peux faire. Je vais pouvoir lier ici cette zone à une variable. Hein. Vous avez ici une liste déroulante qui s'appelle variable dans le panneau des propriétés. Alors, quand j'ai inséré cette zone de texte, cette zone d'entrée de texte, eh bien, Captivate a automatiquement créé une variable qui s'appelle TextEntryBox2. Et donc, par défaut, si vous ne changez rien, ce que l'utilisateur va taper dans cette zone deviendra la valeur de la variable TextEntryBox2. Alors moi, ça ne m'intéresse pas et je vous conseille fortement de changer le nom de ces variables parce que si vous insérez comme ça des dizaines de boîtes d'entrée de texte, eh bien, vous allez avoir la variable TextEntryBox18, TextEntryBox24 et puis on ne sait plus à quoi ça correspond. Donc ici, moi, je vais changer. Je vais assigner ma variable vname que j'ai créée précédemment à cet élément-là. Ça veut dire que quand l'utilisateur va taper quelque chose dans ce champ et puis va cliquer sur le bouton envoyer, eh bien, ce qu'il aura tapé deviendra la valeur de la variable vname. Et donc, une fois que cette variable a une valeur, eh bien, je vais pouvoir l'utiliser à partir de cette diapositive numéro 2, à partir du moment où j'ai capturé la valeur de cette variable. Je vais pouvoir utiliser donc cette valeur ici pour faire du texte.
Et je vais faire pour ça, j'utilise exactement la même technique. Donc je vais dans la zone de texte ici. Vous voyez que je place mon curseur après le mot bienvenue, je fais un petit espace. Et puis dans le panneau des propriétés, eh bien j'ai toujours ici ces trois icônes, celle du milieu, rappelez-vous, qui permet d'insérer une variable. Alors cette fois-ci, je vais insérer une variable utilisateur. Ce sera ma fameuse variable vname. Je clique sur OK et nous allons tout de suite tester si cela fonctionne. Donc je reviens ici au début. Je vais faire un aperçu dans le navigateur en HTML5 puisque, comme vous le savez, Flash a maintenant disparu depuis un gros mois. Voilà. Et au niveau donc de mon projet, le voici. Donc ça, c'est la première diapositive. Alors je vais laisser aller le projet. Voici la deuxième diapositive avec les différents éléments qui se mettent en place. Évidemment, j'ai ici mon gestionnaire de mot de passe qui m'embête à chaque fois. Et donc ici, je peux taper mon nom. Donc pour le moment, ma variable vname, eh bien, elle existe, mais elle n'a toujours pas de valeur. Donc on dit qu'elle est définie, cette variable, mais qu'elle n'est pas initialisée. C'est comme ça qu'on dit en programmation. Donc je vais mettre mon nom, donc je m'appelle Damien, et quand je clique sur envoyer, c'est à ce moment-là que la variable va obtenir sa valeur. Et donc, je peux alors, quand je clique ici sur envoyer, voilà, générer sur la diapositive précédente du texte dynamique grâce à l'information qui a été tapée par l'utilisateur dans le champ. Voilà, j'espère que ce premier petit cas de figure vous donne déjà une petite idée sur ce qu'on peut faire avec les variables et sur la puissance qu'on a ici derrière la pédale. Vous voyez que ça va nous permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin que cela avec Captivate. Alors je vais maintenant vous montrer, si vous n'avez pas de questions, je vais vous montrer une autre application donc, de ces variables. Alors pour ça, je vais revenir sur ma première diapositive et je vais me tourner ici sur ce bouton. Ce bouton qui s'appelle CC, donc CC, ça vient de l'anglais, ça veut dire Closed Captions, ce sont les sous-titres. Donc ce bouton, vous voyez que c'est un bouton ici avec une action. Pour le moment, l'action de ce bouton, c'est aller à la diapositive suivante, donc c'est l'action par défaut. Et ce bouton, si je vais voir dans mon panneau des durées, eh bien vous voyez qu'il va apparaître pour le reste du projet. Autrement dit, ce bouton, eh bien, il va rester ici en place tout au long du projet. Alors, première petite particularité avec ce bouton, vous savez dans Captivate que quand on insère un bouton ou un autre élément interactif, comme par exemple ici l'élément que j'ai inséré précédemment sur ma diapositive numéro 2, eh bien ces éléments interactifs, par défaut, ils ont un pouvoir spécial, ils ont le pouvoir d'arrêter, de mettre en pause la lecture du projet. D'ailleurs, vous voyez ici, quand je sélectionne ma zone d'entrée de texte, j'ai dans mon montage chronologique, eh bien j'ai cette marque de pause, donc à cet endroit-là, le projet sera mis en pause et on va attendre, l'objet va tout simplement attendre qu'on interagisse avec lui. Au niveau de ce bouton qui se trouve ici au-dessus, donc ce bouton CC, eh bien, il apparaît pour l'ensemble du projet, et lui, je n'ai pas envie qu'il interagisse avec la tête de lecture, je n'ai pas envie qu'il mette en pause le projet. Donc regardez ce que j'ai fait également dans le panneau des durées. J'ai décoché la petite case suspendre après, qui est cochée par défaut quand vous insérez un bouton, mais ici, je n'en ai pas besoin, je n'ai pas envie que ce bouton change, mette en pause le projet. Alors, je vais me servir de ce bouton pour afficher les sous-titres. Alors, comment vais-je faire pour afficher les sous-titres? Eh bien, retournons dans nos fameuses variables et nous allons inspecter d'un peu plus près nos variables système. Alors, regardez, j'ai ici une variable système qui s'appelle CP-CMND-CC. Donc, CP pour Captivate, CMND pour commande, CC pour Closed Captions, sous-titres en anglais. Et si vous regardez la définition ici de cette variable, eh bien, c'est en anglais, mais ce n'est pas vraiment de l'anglais très difficile. Donc, c'est une variable qui nous permet d'afficher ou de masquer les sous-titres. Si je mets la valeur de cette variable à 1, eh bien, les sous-titres sont visibles, sont activés. Si je mets la valeur de la variable à 0, eh bien, les sous-titres sont désactivés, ils sont masqués de la diapositive, ils sont masqués du projet. Autrement dit, si je veux utiliser ce bouton pour afficher mes sous-titres, eh bien, je vais devoir utiliser ce bouton pour changer la valeur de cette variable, CP, CMND, CC. Par défaut, sa valeur c'est 0. Eh bien, j'ai envie de changer à 1 pour afficher les sous-titres.
Donc comment vais-je faire cela? Eh bien, je vais sélectionner mon bouton, je vais me rendre dans le panneau des propriétés, et puis je vais ouvrir ici la liste des actions possibles, et il y a une action qui s'appelle affecter, to assign en anglais. Donc je vais affecter à la variable CPCMNDCC, que je choisis ici dans la liste, je vais affecter la valeur 1. Voilà. Et je vais décocher ici continuer la lecture du projet, puisque ce bouton, rappelez-vous, ne doit pas interagir avec la tête de lecture. Donc, quand je clique sur ce bouton, je change la valeur de cette variable, qui par défaut est 0, mais ça devient 1, et normalement, alors, eh bien, l'effet de cela, c'est que mes sous-titres doivent être visibles sur l'écran. On va voir tout de suite ce que ça donne, donc je vais de nouveau aller faire un petit aperçu en HTML5, et normalement, quand je clique sur ce bouton, eh bien, vous allez voir que les closed captions, les sous-titres, vont être activés. Voilà. Donc ici, si je clique sur CC, oui. Alors pour ça, il faut que j'ai du son, bien sûr. Donc je vais vite enregistrer un petit son, parce que, voilà. Donc pour enregistrer du son, je vais faire ici un enregistrement. Voilà. Je vais faire OK. Voilà. Et simplement laisser courir un peu l'enregistrement. C'est juste pour avoir du son. Voilà. Et puis pour créer des sous-titres, oui. Alors pour créer des sous-titres, nous allons nous rendre dans le menu fenêtre. On va faire ici on va aller dans, comment ça s'appelle en français? Annotation des diapositives, voilà. Et vous avez ici une série de sous-titres que j'ai déjà mis en place. Voilà, donc c'est le texte qui sera affiché dans les sous-titres. Je vais tout simplement activer ici les sous-titres et puis je vais les synchroniser avec l'audio. Alors je ne vais pas insister sur cette partie-là parce que ce n'est pas vraiment l'objet de ce webinaire. On fera un webinaire sur l'audio si vous voulez plus tard. Mais donc ici simplement j'ai des sous-titres qui ont été mis en place. Voilà, sur ma diapositive numéro 2. Et quand je vais maintenant faire un aperçu dans le navigateur, eh bien, nous allons nous apercevoir normalement que sur la diapositive numéro 2, j'ai ces phrases qui vont apparaître et qui vont changer régulièrement en fonction de la position de ces petites barres jaunes. Hein. Donc ici, voilà, je fais ceci. J'active mes sous-titres. Et normalement, alors, sur ma diapositive numéro 2, voilà, vous avez les sous-titres qui apparaissent ici. Et voilà, j'ai retiré le son, mais qui sont censés être synchronisés avec le son. Voilà. Donc ça, c'est une façon donc, de mettre en place des sous-titres grâce à un bouton et grâce à une action. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir ici dans Captivate, je vais prendre mon bouton Closed Caption qui est ici, donc il appartient à la diapositive numéro 1, et je vais aller dans la vue de l'état de ce bouton, parce que vous savez que ces éléments interactifs, eh bien, ils ont plusieurs états. Donc, j'ai l'état rollover, j'ai l'état down, et j'ai rajouté ici un état qui s'appelle l'état active. Alors, cet état active, c'est un état que j'ai créé moi-même, donc c'est un état personnalisé. Eh bien, j'aimerais bien, quand je clique sur le bouton, que, les sous-titres apparaissent, mais j'aimerais bien également que le bouton s'allume, c'est-à-dire qu'il reste sur cette apparence-ci. Donc un bouton avec un fond bleu foncé et CC qui est écrit en blanc. C'est ça pour indiquer à la personne qui suit les cours eh bien, que ce bouton est actif pour le moment. C'est un petit peu un feedback visuel au niveau de ce bouton. Alors pour ça, j'ai un problème parce que maintenant mon bouton doit pouvoir faire deux choses. Il doit pouvoir changer la valeur de ma variable CPCMNDCC, mais il doit également pouvoir changer l'état de cet élément. Alors, si je vais voir ici dans les actions de ce bouton, je peux affecter une nouvelle valeur à ma variable. Je peux également aller à modifier l'état de cet élément pour aller vers l'état actif, mais vous voyez que je ne peux pas faire les deux en même temps. Et c'est ça le problème que j'ai ici, c'est que je dois pouvoir faire deux actions en même temps. Eh bien, c'est là que vous allez avoir besoin d'une action avancée. Les actions que vous pouvez faire ici dans le panneau des propriétés, on les appelle des actions simples. Et il y a beaucoup de cas de figure où ces actions simples suffisent. Hein, donc, vous avez vu tout à l'heure, par exemple, je n'ai pas eu besoin jusqu'à présent d'actions avancées.
Par contre, la limite de ces actions simples, eh bien, c'est que vous ne pouvez en faire qu'une seule. Si vous avez besoin de une série d'actions, eh bien là, vous avez besoin d'une action avancée. Donc pour cela, je vais me rendre dans le menu projet. Je vais aller dans les actions avancées qui sont ici et je vais me servir ici de ce formulaire pour créer mon action avancée. Alors première chose que je vais faire, je vais lui donner un nom. Je vais appeler ça Turn on CC. Alors moi, j'ai pour habitude de donner des noms en anglais à mes actions. Pourquoi je donne des noms en anglais? D'abord parce qu'en Belgique, on travaille souvent dans des environnements internationaux avec des anglophones, avec des néerlandophones. Donc l'anglais, ça met souvent tout le monde d'accord. L'anglais est souvent beaucoup plus concis que le français. Et puis en anglais, vous n'avez pas d'accent sur les mots. Hein. Il n'y a pas de « et », il n'y a pas de « et », il n'y a pas de « a », il n'y a pas de « CCI », etc. Or, nous ne pouvons pas utiliser de caractères spéciaux dans le nom des actions. Autrement dit, le simple fait d'utiliser l'anglais évite un risque d'erreur au niveau de l'utilisation de caractères interdits dans le nom des actions. Donc voilà, j'ai Turn on CC, donc en français ça voudrait dire allumer les sous-titres. Et donc ici, je vais devoir lister les différentes choses que j'ai envie que cette action fasse. Donc j'ai envie que cette action, eh bien, donc ici j'ai fait un double clic, j'ai envie que cette action affecte la variable CP-CMNDCC avec la valeur 1. Voilà, donc là, ça veut dire que je vais activer les sous-titres. Je veux également changer l'état de. Ça se trouve où ça? Vous l'avez vu quelque part? Modifier l'état de, voilà. Je vais modifier l'état du bouton CC pour les closed captions et je vais le mettre sur l'état active. Vous voyez ici, donc, je vais pouvoir lister les différents éléments que j'ai envie que cette action fasse. Ça, c'est la grosse différence entre une action simple qu'on fait dans le panneau des propriétés ou une action avancée que l'on peut faire ici avec cette interface. L'action avancée nous permet de faire plusieurs choses en même temps. Je vais enregistrer ceci comme action. Voilà. Captivate me dit qu'il a compris, ça c'est toujours bon signe. Et puis, je ferme cette petite boîte. Maintenant, dernière étape de la procédure, je vais expliquer à Captivate qu'on doit exécuter cette action que je viens de créer lorsque l'on clique sur ce bouton. Autrement dit, je vais sélectionner ici ce bouton. Je vais aller dans le panneau des propriétés au niveau de l'onglet Action. Et je vais changer cette action. Je ne vais pas faire modifier l'état de. Je vais dire, eh bien, ce bouton, il va me servir à exécuter une action avancée. Et l'action avancée que je vais exécuter, eh bien, c'est l'action Turn on CC. C'est facile pour le moment, c'est la seule qui existe. Hein. Donc là, on ne s'est pas trompé dans la liste. Je vais faire un petit aperçu au niveau de mon navigateur et on va voir si ça fonctionne. Donc ici, vous allez constater, je l'espère, sur la diapositive numéro 2. Voilà. Je lance le projet. Voilà. Donc j'appuie sur le bouton. Vous voyez les sous-titres et vous voyez également que le bouton reste allumé. Donc le bouton, il reste dans l'état enfoncé, on va dire ça comme ça. Donc il reste ici en bleu avec le texte CC qui est écrit en blanc. Vous voyez que l'état normal de ce bouton, ben, c'est la même chose que le bouton d'à côté ici. Hein. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait avec une action avancée. On peut faire plusieurs choses. Donc mon bouton ici, il déclenche une série d'actions et non pas une action particulière, à savoir dans ce cas-ci, donc le fait de changer la valeur de la variable CP, CMNDCC et le fait de changer l'état du bouton. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir utiliser mon bouton pour à la fois allumer mes sous-titres et les éteindre. C'est-à-dire que ce bouton, il va servir à deux choses. Il va servir à allumer les sous-titres, c'est déjà le cas pour le moment, mais il va également me servir à éteindre ces mêmes sous-titres. Donc on va faire un bouton on-off, ce qu'on appelle en anglais un toggle. Alors, pour ça, je vais devoir d'abord vérifier laquelle des deux actions je veux que le bouton fasse quand je clique dessus. Est-ce qu'il doit allumer les sous-titres ou est-ce qu'il doit les éteindre? Et comment vais-je m'y prendre, à votre avis, pour détecter laquelle de ces deux actions doit être faite? Est-ce que quelqu'un a une idée? Si vous avez une idée, vous pouvez vous manifester dans la conversation. Comment pourrais-je faire? De quoi puis-je me servir pour détecter si je dois allumer ou éteindre les sous-titres? Personne?
Eh bien, je vais tout simplement me servir de la valeur de la variable CP-CMND-CC. Je vais regarder quelle est la valeur de cette variable. Donc, je vais me retrouver ici au niveau de projet action avancée. Voilà. Je vais reprendre mon action TurnOnCC. Voilà. Alors, je vais changer son nom. Comme Bernard me le suggère, je vais l'appeler Toggle. Toggle CC. Et je vais sélectionner ici modifier l'état. Je vais cliquer sur la petite poubelle pour supprimer ici cette action. Et plutôt que d'affecter CP-CMND-CC avec 1, je vais choisir une autre action qui est disponible ici. C'est une action qui s'appelle, alors en français je pense qu'elle s'appelle basculer, si j'ai bon souvenir. La voici. En anglais, si vous avez Captivate en anglais, ce sera Toggle. Je vais donc basculer CP-CMND-CC. Alors ça veut dire quoi cette action? Ça veut dire que si cette variable a la valeur 1, eh bien l'action basculer va la remettre à 0. Et si cette variable a la valeur 0, l'action basculer va la remettre à 1. Rappelez-vous que cette variable, CP-CMND-CC, ne peut avoir que deux valeurs, 1 et 0. Donc ici, grâce au toggle en anglais ou au basculer en français, eh bien je passe simplement d'une valeur à l'autre pour cette variable. Ensuite, vous voyez que j'ai ici trois onglets. Je vais aller dans le deuxième onglet. Et pour m'aider à me rappeler ce que j'ai fait, je vais donner des noms à ces onglets. Je vais appeler ceci par exemple modifier CC. Et puis dans l'onglet d'à côté, je vais mettre changer état bouton. Voilà. Et donc ici, quand j'arrive sur ce deuxième onglet, eh bien, ma variable CP-CMND-CC, elle a été basculée, donc sa valeur, c'est soit 0, soit 1. Donc sur ce deuxième onglet, regardez, j'ai coché la petite case onglet conditionnel. Donc un onglet conditionnel, c'est un if, c'est un si. Et je vais dire à Captivate, eh bien, d'abord on va modifier la valeur de la variable. Hein, donc une fois qu'on arrive là, une fois que cet onglet modifier CC a été complètement exécuté, eh bien, cette variable, elle a une valeur soit 1, soit 0. Donc, dans l'onglet d'à côté, je vais dire, eh bien, si la variable CP-CMND-CC est égale, allez, on va dire à 0, ça veut dire que quand j'ai cliqué sur le bouton, et les closed captions, les sous-titres étaient activés, et je les ai éteints. Eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois modifier l'état. Modifier l'état. Où est-ce qu'il est? Modifier l'état du bouton CC vers l'état normal. J'ai éteint les sous-titres. Par contre, dans le cas contraire, c'est-à-dire si CP-CMND-CC n'est pas égal à 0, est égal à 1 dans ce cas-ci, eh bien, j'ai ici un bouton qui s'appelle else. Donc, en anglais, else, ça veut dire sinon. Donc, j'ai si, alors, sinon. Eh bien, si ce n'est pas le cas, je vais modifier l'état de, on se trouve ici quelque part à la fin de la liste, voilà, modifier l'état de BTNCC pour que ça devienne actif. Donc, voilà comment je vais faire pour que mon action puisse faire les deux choses. Hein. Donc, je vais d'abord modifier la valeur de ma variable, et puis je vais vérifier si la nouvelle valeur est 0 ou 1. Si la nouvelle valeur est 0, je mets le bouton dans son état normal. Si la nouvelle valeur est 1, je mets le bouton dans son état actif. Je vais ici cliquer sur mettre à jour l'action. Voilà. Captivate me dit qu'il a compris. De nouveau, c'est très bon signe. Et puis quand je reviens ici sur ce bouton, j'ai bien vérifié dans mon panneau des propriétés qu'on a bien le nouveau nom de l'action ici, Toggle CC. Et donc maintenant, j'ai un bouton qui doit pouvoir faire les deux choses en même temps. Donc je vais ici tester cela dans mon navigateur. Et on va voir tout de suite si je peux allumer et éteindre les sous-titres. Là, donc je vais lancer la lecture de mon projet et je vais allumer les sous-titres. Donc vous voyez que le bouton reste actif, les sous-titres sont là. J'éteins les sous-titres, ils disparaissent, mon bouton revient dans son état normal. Je rallume mes sous-titres. Bon, ici, les sous-titres sont déjà terminés puisque l'audio est fini. Mais vous voyez que le bouton ici reste actif. Hein. Quand je reclique dessus, mon bouton, normalement, il doit rebasculer ici. Un petit truc qui ne marche pas, je ne sais pas ce que c'est, mais on verra. Si vous avez une idée, vous pouvez toujours me le dire dans
dans la conversation. Je ne sais pas trop ce que j'ai loupé là. Mais voilà, donc vous avez une idée de ce qu'est une action simple. Hein. Une action simple, c'est une action qu'on fait via le panneau des propriétés qui se trouve ici. Une action avancée, eh bien, c'est simplement une liste d'actions simples qui vont être jouées en séquence. Et puis ici, j'ai même réussi à faire une action avancée conditionnelle, puisque je vais ici répondre à une condition. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais vous montrer une autre application de tout cela. On va aller un petit peu plus loin. On va aller ici sur la diapositive numéro 4. Et sur la diapositive numéro 4, j'ai 3 images. Alors, ces 3 images sont des boutons. Regardez, si je sélectionne ici cette image, vous voyez que j'ai été cocher la case ici, utilisée en tant que bouton. J'ai fait ça pour les 3 images qui sont ici. J'ai également fait ça pour le bouton continuer. D'accord? Alors, quand je clique sur l'image ici de mon RaiPass, c'est comme ça qu'on appelle un ticket de train ici en Belgique, eh bien, je vais aller sur la diapositive numéro 6, où on m'expliquera comment utiliser ce type de ticket. Donc, c'est assez simple. Je sélectionne ici cet élément, et dans les actions, je vais dire, plutôt qu'aller à la diapositive suivante, je vais dire à ce bouton, toi, tu vas à la diapositive numéro 6, utiliser les passes. Ce bouton-ci, je vais lui demander d'aller à la diapositive numéro 5, utiliser les tickets. Et ce bouton-ci, je vais lui demander d'aller à la diapositive numéro 7, à savoir utiliser les abonnements. Donc, cette diapositive numéro 4, elle va me renvoyer soit vers la 5, soit vers la 6, soit vers la 7, en fonction du bouton sur lequel je clique. D'accord? Jusque-là, pas de problème. Sur la diapositive numéro 5, regardez ce qui se passe. Donc, quand je sélectionne ma diapositive numéro 5, je vais dans le panneau des propriétés de cette diapositive et regardez, nous avons également un onglet Actions pour les diapositives. Donc, je vais pouvoir déclencher une action quand la tête de lecture entre sur ma diapositive et ou quand ma tête de lecture sort de ma diapositive. Donc, ici, à la fermeture, je vais renvoyer l'apprenant à la dernière diapositive visionnée, c'est-à-dire à la diapositive numéro 4. OK? Et je fais ça sur la diapositive 5, sur la diapositive 6, vous le voyez ici, et sur la diapositive 7. Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on va tout de suite le voir. Donc, je vais... Oula, le temps passe vite. Voilà, donc je vais lancer la lecture de mon projet. Je vais aller sur cette diapositive en question. Voilà, donc c'est celle-ci. Donc si je clique ici sur mon RaiPass, vous allez voir que j'arrive sur la diapositive où on m'explique les RaiPass, voilà. Et puis une fois que c'est fini, hop, je reviens sur la diapositive où je peux cliquer donc sur les autres tickets. Et vous voyez que j'ai un petit V qui est venu ici. C'est pour me dire que j'ai déjà cliqué sur cet élément. Je vous montrerai comment on fait ça dans quelques instants. Je vais cliquer sur le ticket, voilà, ici, donc j'arrive sur la diapositive qui m'explique comment fonctionne le ticket, et une fois que j'ai regardé cette diapositive-là, je l'ai un petit peu accélérée pour les besoins du webinaire, eh bien je reviens de nouveau sur cette diapositive de départ, avec mes 3 boutons. Maintenant j'ai un petit V ici sur le ticket pour me dire que lui aussi, je l'ai vu, j'ai vu cette séquence-là. Je vais cliquer sur mon abonnement, voilà, on m'explique le fonctionnement d'un abonnement de train, et une fois que c'est fait, je reviens de nouveau sur ma diapositive, et là j'ai vu les 3 éléments. Alors le problème maintenant, c'est que vous voyez, si je retourne dans Captivate, j'ai ici un bouton continuer qui devrait apparaître. Vous voyez que ce bouton continuer, il s'appelle ici BTN Ticket Continue, c'est son nom, et vous voyez que ce bouton, il n'est pas affiché. Vous voyez que le petit œil ici est barré, c'est pour ça que ce bouton n'est pas affiché. Alors moi, j'aimerais afficher ce bouton. Mais quand j'ai visionné les 3 séquences, j'ai envie que mon apprenant, j'ai envie d'être certain que l'apprenant ait vu les 3 séquences et cliquer sur ces 3 boutons avant de pouvoir continuer. Alors ce bouton continuer, il va m'envoyer où? Eh bien, il va m'envoyer sur la diapositive numéro 8, c'est-à-dire, on va continuer alors, c'est l'entrée du quiz. Je vais déjà réaliser cela, donc je vais sélectionner ce bouton. Je vais lui dire, eh bien, toi, quand on clique dessus, tu vas à la diapositive numéro 8, c'est-à-dire l'entrée du quiz ici qui suit cette séquence. OK? Alors, comment vais-je faire pour afficher
cet élément, mais seulement quand les 3 séquences ont été visionnées. Et bien pour ça, je vais avoir besoin de créer 3 variables supplémentaires. C'est ce qui va me permettre de détecter, si vous voulez, que j'ai cliqué sur les bons boutons et que j'ai été visionner les bonnes diapositives. Donc je vais retourner dans mes variables ici, je vais créer 3 nouvelles variables utilisateurs. Je vais ajouter une variable. La première, je vais l'appeler v-tickets, par exemple. Et sa valeur, ce sera égal à 0. 0, ça veut dire faux en programmation. Donc ici, je dis, je n'ai pas encore été visiter les tickets. Les tickets, c'est faux, je n'ai pas encore vu les tickets. OK? Et j'enregistre cette variable. Je crée une nouvelle variable que je vais appeler vpass, et je vais également mettre sa valeur à 0, puisque quand je démarre le projet, je n'ai pas non plus été visionner cette diapositive-là. Donc j'enregistre ceci. J'ajoute encore une nouvelle variable, je vais l'appeler vabo par exemple, pour abonnement, et c'est également égal à 0, puisque je n'ai pas visionné cette diapositive particulière quand je démarre mon projet. Voilà, je clique sur enregistrer, et maintenant j'ai donc ces 3 variables qui sont présentes et qui valent toutes les 3 zéros. Alors pour bien vous montrer comment ça se passe, regardez, je vais me placer sur ma diapositive numéro 4, et ça c'est un petit truc que moi j'utilise souvent quand je développe ce genre de choses, parce que c'est assez facile de perdre un petit peu le pied quand on a des variables un petit peu dans tous les sens. Je vais faire ici une grande zone de texte, et je vais simplement écrire v-ticket est égal à, et puis je vais mettre ici la valeur de v-ticket, donc ma variable utilisateur v-ticket, voilà, OK. Puis, je vais mettre un petit tiret, je vais mettre ici vpass égal, et je vais mettre la valeur de ma variable vpass, voilà. Puis je vais encore mettre un petit tiret, comme ceci, et je vais mettre vabo, et je vais mettre ici la valeur de ma variable vabo. C'est tout simplement pour pouvoir contrôler l'évolution de la valeur de ces variables. Et dernière petite chose et non des moindres, je vais changer la durée de cet élément, je vais l'afficher jusqu'à la fin du projet. Voilà, comme ça, je verrai tout ça sur toutes mes diapositives. Alors, lorsque je vais cliquer sur le bouton « Ticket », je vais être renvoyé vers la diapositive numéro 5. Eh bien, quand j'entre sur la diapositive numéro 5, regardez ici dans le panneau des propriétés pour cette diapositive, au niveau des actions, eh bien, à l'ouverture, regardez ce que je vais faire. Je vais affecter à ma variable v-ticket la valeur 1. Et donc ça va me permettre eh bien, de faire passer la variable la valeur de la variable de ticket de 0 à 1 quand je rentre sur cette diapositive. Je vais faire la même chose avec les passes. Donc ici, quand je rentre sur la diapositive avec les passes, eh bien, que va-t-il se passer? Je vais affecter à ma variable vpass, qui est égale à 0 par défaut, je vais affecter la valeur 1, comme ceci. Et puis, sur la diapositive numéro 7, celle des abonnements, je vais faire exactement la même chose. Je vais venir ici pour affecter à ma variable vabo la valeur 1 également. Donc c'est comme ça que je vais faire modifier, la valeur de mes variables. On va tout de suite tester si ça fonctionne. Donc je vais faire un aperçu dans mon navigateur. Et vous allez voir comment la valeur de ces variables évolue au cours du temps, au fur et à mesure que l'élève, l'apprenant, va progresser dans ce projet Captivate. Voilà, je lance la lecture, je vais tout de suite aller vers la diapositive ici. Voilà. Vous voyez que mes 3 variables sont toutes les 3 à 0. Je clique sur mes tickets, je rentre sur les tickets, et vous voyez que la valeur de la variable change, c'est maintenant égal à 1. OK? Je reviens sur la diapositive de départ, je clique sur RiPass, et vous voyez maintenant que la valeur de la variable vpass est passée à 1, puisque j'ai visionné cette diapositive-là. OK? Et puis quand je clique maintenant sur les abonnements, vous voyez que la 3e variable est également passée à la valeur 1. Ça veut dire que j'ai été cliqué sur ce bouton et que j'ai visionné cette diapositive en particulier. Donc maintenant, ça devient facile parce que mon bouton continuer, eh bien, je vais devoir l'afficher lorsque ces 3 variables sont toutes les 3 avec la valeur 1.
Tant qu'elles n'ont pas toutes les trois la valeur 1, je ne peux pas afficher mon bouton continuer. Et donc, je vais revenir dans Captivate, je vais aller dans mes actions avancées, je vais créer une action que je vais appeler par exemple check ticket continue. Voilà, quelque chose comme ça. C'est un onglet conditionnel. Et donc ici, je vais vérifier si ma variable V ticket, et vous voyez pourquoi je préfixe mes variables par V, parce que je sais que dans cette liste, Captivate est classe par ordre alphabétique. Donc quand je préfixe mes variables personnalisées par V, eh bien, elles sont d'office à la fin de la liste. Donc je veux dire, quand V ticket est égal à la valeur 1, et que, en plus de ça, V pass est égal à 1 également, et que en plus de ça, V, c'est quoi la dernière? V abo est égal à 1 également, voilà comme ceci, et bien quand ces trois éléments-là sont vrais tous les trois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher mon bouton Ticket Continue. Voilà. Alors, petite précision avant de cliquer sur OK, vous avez ici une deuxième liste déroulante qui dit toutes les conditions sont vraies. Ça veut dire que l'ensemble de ceci est vrai, et donc l'action qui se trouve ici, donc afficher le Ticket Continue, sera exécutée quand les trois éléments ici au-dessus sont tous les trois vrais. Donc quand mes trois variables sont à 1 toutes les trois. Si j'ai l'une des conditions est vraie, alors il suffit que l'une des trois variables soit égale à 1 pour qu'on affiche le bouton. Et regardez ce qui se passe ici, vous avez le mot « ou » qui s'affiche sur le côté. Donc il faut soit que ce VTicket soit égal à 1, soit que VPass soit égal à 1, soit que VAbo soit égal à 1. Et si l'une des trois conditions est réunie, alors on affiche le bouton. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je veux que toutes les conditions soient vraies en même temps. Et donc le mot qui apparaît ici, c'est le mot « et ». Je veux que VTicket soit égal à 1, et que VPass soit égal à 1, et que VAbo soit égal à 1, tous les trois en même temps. Et c'est seulement à ce moment-là que je vais afficher mon bouton Continue. Voilà, donc j'enregistre ici mon action. OK. Et cette action, eh bien, je vais l'exécuter à chaque fois que l'on rentre sur la diapositive utiliser les tickets. Donc la diapositive numéro 4. Rappelez-vous que sur cette diapositive, on y rentre souvent. On y rentre, eh bien, quand on vient de la diapositive numéro 3 et qu'on arrive sur la 4 pour la première fois, mais on va rentrer également sur la diapositive numéro 4 quand on revient de la 5, quand on revient de la 6 et quand on revient de la 7. Autrement dit, mon action, elle va être exécutée plusieurs fois, à chaque fois que la tête de lecture revient ici sur ma diapositive numéro 4. Donc, au niveau de mes actions, à l'ouverture, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter une action avancée. Exécuter une action avancée. Voilà. Cette action, ce sera l'action Check Ticket Continue. Alors, pour éviter le problème que j'ai tout à l'heure, je vais cocher ici la petite case, continuer la lecture du projet. Sinon, vous avez vu que le bouton, que l'action arrête la lecture du projet. Ça, je n'ai pas envie. Donc, dernière petite vérification. Voilà. J'espère que je n'ai pas fait d'erreur et que l'action fonctionnera comme prévu. Ça va? Vous êtes toujours là? Voilà. Donc ici, je vais lancer la lecture de mon projet. Je vais directement aller sur la diapositive avec mes différents boutons qui sont là. Vous voyez que mes trois variables sont toutes les trois égales à 0, donc mon bouton continuer n'est pas affiché. Je clique sur mon ticket. La variable ticket est égale à 1. Jusque-là, tout va bien. Je reviens sur l'autre diapositive. Donc mon action check continue a été exécutée une deuxième fois, mais comme mes trois variables ne sont pas toutes les trois égales à 1, ce bouton n'est pas affiché. Je clique sur le pass. Vous voyez que ma deuxième variable est maintenant égale à 1. Voilà, donc on voit cette séquence. Normalement, il y a du son, tout ça. J'ai retiré le son pour pouvoir aller plus vite ici pendant le webinaire. Je reviens encore une fois sur cette diapositive, utiliser les tickets. L'action check continue a de nouveau été exécutée, mais comme mes trois variables ne sont pas toutes les trois égales à 1, avec la dernière est encore égale à 0, eh bien mon bouton continue n'a pas été affiché. Je vais sur la séquence donc, de l'abonnement. Maintenant, mes trois variables sont toutes les trois égales à 1. On va voir ce qui se passe quand on va revenir
sur la diapositive précédente. Et là, vous voyez que le bouton continuer apparaît et mon apprenant peut terminer alors, peut passer au quiz et terminer son projet. Donc voilà ici comment vous pouvez faire ce qu'on appelle une navigation forcée, hein, c'est-à-dire que vous donnez à votre apprenant quelque part l'illusion qu'il a le contrôle de la situation. En réalité, vous lui donnez simplement la possibilité de voir ces différentes séquences dans l'ordre qu'il désire et autant de fois qu'il le souhaite. Vous, en tant que prof, eh bien, vous vous assurez simplement par ce petit système que l'apprenant a vu toutes les séquences avant de passer à la séquence finale du projet. C'est un pattern qu'on retrouve très très souvent dans Captivate ceci. Dernière chose, maintenant qu'on sait que ça fonctionne, je n'ai plus besoin de cette légende de texte, c'était juste pour le développement et le debugging éventuel de mon action que j'avais besoin de ça, donc ça je peux l'effacer. Et donc voilà ici une action un petit peu plus avancée. Vous voyez qu'on a besoin ici de variables personnalisées et d'actions conditionnelles pour pouvoir mettre tout cela en place. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Alors il me reste 4 minutes pour vous montrer une dernière petite chose. J'ai ici téléchargé un projet que vous connaissez peut-être parce que c'est un projet qu'Adobe utilise pour certaines de ces démonstrations. Et au niveau de ce projet, je vais vous montrer que en fait Adobe essaye de vous simplifier la vie ici dans cette version de Captivate, parce que ce qu'on a fait, c'est quelque chose de tellement courant, et bien qu'Adobe a inventé un système un petit peu plus... Alors je ne suis pas certain que je l'aime bien, ce système, mais voilà, je vous le montre et puis vous choisirez si vous aimez bien ou pas. Donc ici, j'ai plusieurs boutons. Donc tous les éléments que nous avons là, tout ça, eh bien, ce sont des boutons. Vous voyez qu'on les utilise en tant que boutons, et pour le moment, ces boutons n'ont pas d'action qui leur sont associées. Donc le bouton, pour le moment, ne fait rien. Ici, j'ai un bouton continuer qui va à la diapositive suivante. Donc c'est l'action classique, je dirais, du bouton. Alors, j'ai également une image avec le texte Yoga Pose dedans, et j'ai plein d'états, vous voyez, avec des poses de yoga qui sont là, donc c'est chaque fois l'image qui change. En fait, ce que j'ai envie, c'est qu'à chaque fois que je clique sur ce bouton, eh bien, sur un de ces boutons, je vais à la pose correspondante. Et quand j'aurai vu toutes les poses du yoga, alors mon bouton continuer va apparaître et je vais pouvoir aller à la diapositive suivante ou à la séquence suivante de mon projet. Alors, je pourrais faire ça avec des actions comme on a fait précédemment et avec des variables, etc. Mais il y a une façon beaucoup plus simple de le faire, c'est simplement en utilisant une convention de nommage. Alors, pour que ça fonctionne, il faut absolument que vous donniez à votre diapositive le nom multistate, comme ceci. Si vous ne donnez pas ce nom-là bien précis à votre diapositive, et je vérifie si je n'ai pas fait de faute de frappe, multistate, je ne pense pas. Si vous voyez une faute de frappe, dites-le moi, parce que si on fait une faute de frappe, ça ne marche pas. Hein? Donc c'est ça qui va permettre à Captivate de détecter qu'il y a quelque chose, une action à faire ici sur cet élément. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je vais donner un nom à cet objet-ci, c'est-à-dire l'objet que je dois modifier à chaque fois que je clique sur un bouton. Vous voyez que cet objet, il s'appelle pose. Alors c'est même pas juste ceci, cet objet, je dois l'appeler ms underscore pose. ms pour multi-state, d'accord? Donc ça indique à Captivate que cet objet-là, celui qui est sélectionné, c'est lui que j'ai envie de modifier. Ensuite, je vais devoir donner un nom à chacun de mes boutons. Donc ici, si je vais voir, j'ai pose 1, pose 2, pose 3 jusqu'à pose 7 avec un P majuscule, eh bien mon bouton, je vais l'appeler, alors j'ai appelé ça pose au pluriel. Donc je vais l'appeler pose au pluriel, underscore, pose 1. C'est-à-dire, donc pose au pluriel, c'est le nom que j'ai donné à cette image, sans le ms, et pose 1, c'est le nom de l'état vers lequel j'ai envie d'aller. Donc je vais faire la même chose avec ces autres boutons. Je vais appeler celui-ci pose underscore pose 2. Voilà, je valide. Si vous me voyez faire des fautes de frappe, dites-le moi, parce que si on fait trop de fautes de frappe, rappelez-vous que ça ne marche pas. Donc pose P-O-S-E-S, comme ça, underscore pose 3,
je valide. Celui-ci, ça deviendra pose underscore pose 4. Ok, c'est bien pose avec un O. Oui, c'est bien ça. Donc 1, 2, 3, 4, ça c'est fait. Pose 5, donc ici j'ai pose P-O-S-E-S underscore pose 5, je valide. Ensuite, je vais avoir pose underscore pose 6 avec un P majuscule. Et puis ici, le dernier, pose au pluriel underscore pose 7. Voilà, si je n'ai pas fait de faute de frappe, il y a une erreur sur pose 6. Pose 6, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur ici? Je vois pas d'erreur sur pose 6. Ah, pose ici, il n'y a pas de S, bien vu. Voilà. Je vérifie bien. Voilà. Et alors, ici, pour mon bouton continuer, eh bien, je vais le cacher par défaut. Donc, Captivate ne doit pas afficher ce bouton quand on arrive initialement sur cette diapositive. Et je vais appeler ce bouton pause, underscore, completed. Voilà, completed avec un M, C-O-M-P-L-E-T-E-D. Voilà, Enter. Alors, je vais voir si ça fonctionne dans l'HTML5. Attention, ceci ne fonctionne que en HTML5. Donc, si vous faites un preview dans Captivate, ça ne marchera pas, puisque le preview dans Captivate est en Flash. Alors, on va voir si ça marche. Donc, j'ai ici ces différents boutons. Et vous voyez effectivement que j'ai mes différentes poses de yoga qui sont affichées. Or, je vous rappelle que dans Captivate, nous avons toujours au niveau de ces différents boutons aucune action particulière qui a été définie. Autrement dit, ces actions, c'est Captivate qui les a faites tout seul comme un grand, uniquement sur base de notre convention de nommage. Et quand j'ai cliqué sur tous mes boutons, le bouton continue à apparaître automatiquement et je peux aller sur la diapositive suivante. Donc voilà une interaction qui est un petit peu similaire à celle qu'on avait ici, mais qui est faite de manière tout à fait automatique par Captivate et qui utilise ici les différentes les états d'objets. Donc ça, c'est également une interaction qu'on utilise beaucoup en e-learning, et vous voyez que ici donc Adobe a simplifié un petit peu la mise en place de cette interaction particulière. Voilà, il est un peu plus que 16 heures déjà, donc je vais m'arrêter ici. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui.